Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, on a un peu de retard. J'attendais Émilien avec impatience, qui vient de me téléphoner. Il a un petit problème technique. Il devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes. Donc, ben, je suis désolée. Moi, je suis là. Donc, ce que je vous propose, peut-être ce qu'on peut faire en attendant qu'Émilien arrive, c'est commencer à discuter ensemble dans la partie chat, questions que vous avez en bas sur Livestorm. Ce que vous pouvez faire peut-être, c'est me présenter tous votre activité. Là, je vois dans les participants, il y en a quelques-uns de chez Web My Day, quelques-uns que je connais pas du tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un petit instant pub tous ensemble. Me présenter qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, où est-ce que vous en êtes. Donc, dans la petite partie chat, je vous mets un coucou. Tout le monde le voit et voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à dire ce que vous faites, où vous en êtes, à poser vos premières questions. Alors après moi je suis pas une experte des plafonds de l'auto-entreprise donc voilà, on va attendre Emilien là-dessus, mais tout ce qui est, voilà, la création de votre entreprise, où vous en êtes, si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, allez-y, on est là pour ça. Alors je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. Hop. N'hésitez pas à mettre dans le chat où vous en êtes. Ne me laissez pas dans cet instant de solitude totale. Alors, je vois des premiers messages. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Hélène, Anne. Alors, ouais, réflexologue. Vous êtes d'où, Anne? Cool, cool. Alors, on a Lara, Rebecca, Hélène, que je connais, Rebecca, que je connais aussi. N'hésitez pas à vous présenter, à dire ce que vous faites. Si vous êtes déjà en activité, je pense que si vous inquiétez des plafonds, vous êtes déjà en activité. Peut-être qu'il y en a ici qui envisagent de se lancer et qui veulent voir un peu ce qui les attend pour cette année 2023. Ok, assistante virtuelle, très cool. Une profession qu'on voit de plus en plus en ce moment. Ouais, beaucoup de besoins chez WebMyDay aussi, hein. Hop, alors, du coup, on a des gens dans l'accompagnement, on a des gens dans le bien-être. Est-ce qu'on a d'autres corps de métier qui nous ont rejoints aujourd'hui? Des bijoux, cool. Ah bah oui, Katharina. Rédactrice. Ok, grâce à Web My Day, cool. Je vois beaucoup de gens de Web My Day. Ceux qui sont pas de Web My Day, vous êtes peut-être déjà avec Super Indep ou pas forcément? Salut Emilien, Salut Léopoldine, comment va ton fils? ça va, merci. Super. Bon on a eu le temps, j'ai eu le temps du coup de découvrir un petit peu les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. On a de tout, hein. J'espère que tu es prêt. Il y a Mais du je suis toujours prêt. e-commerce, de la prestation de services, de l'accompagnement, photographe. Eh ben parfait, merci beaucoup. Et donc désolé du petit retard, on va pouvoir commencer, mais comme ça, vous avez eu le temps d'aller chercher un sandwich et tout ce qu'il faut pour bien vous installer. Alors, hop, normalement je peux directement partager un lien, c'est ça? Tac. Alors, tu peux partager ton écran. Alors, on découvre Livestorm avec vous, hein. D'habitude, on est en live, mais cette fois, on a voulu essayer Livestorm. Je trouve que le confort pour l'intervenant et même pour vous au niveau des questions du chat, moi, je trouve qu'on est mieux. Donc, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont déjà fait des lives avec nous avant, si vous préférez la version live YouTube ou sur Livestorm. Est-ce que tu t'en sors avec Livestorm, Emilien? Ouais, alors je pense que je vais m'en sortir. En revanche, il faut que je lui mette visiblement dans le même navigateur, sinon il n'est pas content. Donc je vais faire ça. Tac.
Et là, si je repartage. Déjà, tu m'entends bien? Moi, je t'entends super bien. Je t'entends super bien. J'espère que Allez, c'est le super. cas de tout le monde. Yes. Ah, on a une pro de Livestorm. Merci, Katarina. Merci d'être avec nous. Alors, ouais, ok, sauf qu'en fait, c'est galère parce que Ah, est-ce que tu veux que moi, je te le partage? éventuellement, pour essayer de faire ça, en fait, tu vois, là, Allez. je pense que je peux partager ça, mais du coup, ah si, là, c'est bon? Ouais, parfait. Est-ce que c'est bon Et pour ben tout voilà, le c'est monde? pas si dur, c'est bien en plein écran. Allez, donc le but, effectivement, aujourd'hui, c'est de parler des nouveautés de l'auto-entreprise. C'est d'être sûr de rien oublier si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a des petits changements qui ont lieu régulièrement. En fait, tous les ans, à peu près, il y a des changements. Après, il y en a qui, de toute façon, typiquement les plafonds, on sait qu'ils sont réévalués tous les 3 ans. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est vrai que Livestorm, c'est très bien pour ça, pour le côté questions. Vous avez un petit onglet questions là où vous pouvez directement mettre les questions que vous avez. N'hésitez pas à les mettre et on les prendra toutes, c'est promis. En tout cas, si on a le temps, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le temps. Très rapidement, du coup, je sais pas, tu as déjà peut-être un peu parlé de WebMyDay Super Indep ou pas encore? Non, figure-toi, finalement, tu es arrivé très, très vite, Emilien, hein. Finalement, tu Je sais pas avais à prévu combien que elle ça prenne roule ta beaucoup de voiture, temps et mais puis ça s'est mieux passé. Non, mais j'étais en vélo, en fait, c'est pour ça, ça va très, très vite le vélo. ah oui, tu fonces. Hem, alors en fait, donc Super Indep, nous, on propose, de la gestion administrative pour auto-entrepreneurs. Donc pour faire très simple, en gros, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous pensez avoir besoin d'un comptable, en général, c'est que vous avez besoin de Super Indep. Voilà, c'est une solution qui va être beaucoup plus adaptée, qui va automatiser toute la partie, déclaration. On va vous proposer un vrai accompagnement et accessoirement, on va vraiment être très proactif dans la gestion de vos structures, parce qu'en fait, toutes les nuits, on va vérifier qu'il n'y a pas des anomalies, qu'il n'y a pas des impayés, et cetera. Donc c'est vraiment pensé comme un accompagnement. À part, facturer, vous avez plus rien à faire et nous, on s'occupe de tout le reste, URSSAF, TVA, CFE et même depuis peu, du coup, on vous aide aussi sur la partie déclaration sur le revenu. Et du coup, WebMyDay, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que visiblement tout le monde ne venait pas de WebMyDay. Alors, un petit mot très rapide, du coup, WebMyDay, tout est dans la catchline, la bonne formation pour les futurs indépendants. Je suis très curieuse de connaître votre retour sur cette catchline. Il y a des jours, je l'adore, il y a des jours, je peux pas me l'empiffrer, donc n'hésitez pas. Donc, WebMyDay, qu'est-ce que c'est? On est sur un programme d'accompagnement pour aider les futurs indépendants. C'est marrant parce que super indep, vous faites les super indépendants et nous, on fait les futurs super indépendants. Je pense que c'est pour ça qu'on bosse souvent ensemble. Donc, on va vous accompagner du coup sur le lancement de votre activité, notamment par la formation de votre futur métier. Donc, on va avoir aujourd'hui une formation WordPress et une formation création d'entreprise. On en a 2 autres qui arrivent très prochainement, qui vont apparaître sur le site dans les jours à venir. J'en dis pas plus, je vous laisse rafraîchir une fois de temps en temps. En tout cas, quelle que soit la formation chez nous, on a toujours le même modèle d'accompagnement. La formation en ligne avec des vidéos plutôt courtes, assez concrètes, un formateur attitré à raison de 8 rendez-vous, un par semaine pour les plus, pour les plus assidus, et notre communauté d'entraide et le support pédagogique. En un mot, en gros, pour nous, c'est de vous accompagner sur un programme d'accompagnement de 2 à 3 mois pour vous aider à réaliser votre objectif le plus facilement possible. Et sur ce, je coupe mon Sur micro. ce, donc, on passe au sujet qui nous intéresse, les nouveautés auto-entrepreneurs 2023. Donc en vérité, vous allez voir que ça va aller assez vite puisque des vraies nouveautés, il n'y en a que 2. Il y a les plafonds de l'auto-entreprise et les plafonds de TVA. Mais on va rappeler un certain nombre de trucs autour de ça. Et on va parler aussi des taux de cotisation, parce qu'en fait, c'est pas une nouveauté 2023, mais ça a changé en octobre 2022. Donc tout le monde est peut-être pas au courant. Et puis, voilà, je vais rappeler quelques good tips après suivant le temps qui nous reste et suivant les questions qu'on a, pour rappeler toutes les bonnes habitudes qu'on peut prendre quand on lance ou qu'on veut gérer son auto-entreprise. Les fameux plafonds, donc le truc que tout le monde, sait, c'est qu'il y a un plafond en auto-entreprise et que si on le dépasse et ben, on peut plus être auto-entrepreneur. Ce que dit le texte de loi, du coup, c'est qu'en fait, il faut dépasser pendant 2 années consécutives pour être obligé de changer de plafond. C'est-à-dire qu'on sort du régime de l'auto-entreprise si sur N-1 et N, on a dépassé, ben dans ce cas-là, à N+1, on ne pourra plus être auto-entrepreneur.
Très concrètement, du coup, ce seuil, si on fait de la prestation de service, avant, il était à 72 600 €. Là, il est passé à 77 700, donc ça fait quand même une bonne augmentation. Et pour de l'achat-revente, il est passé de 176 200 à 188 700. Donc ça veut dire très concrètement que si je fais de la prestation de service, voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait comme métier effectivement dans les commentaires, mais pour ceux qui font de la prestation de service, en gros, vous pouvez aller jusqu'à 77 000. Donc très concrètement, si vous faites 100 000 € de CA en 2023, et ben, en 2024, vous serez toujours auto-entrepreneur. Si en 2024, vous refaites 100 000 €, bah, du coup, en 2025, vous serez obligé de changer de statut. Ou alors, si vous repassez du coup sous les 70 700, bah, du coup, pas de problème, l'année suivante, vous pourrez rester encore auto-entrepreneur, même si vous redépassez le statut. Donc il faut vraiment 2 années de dépassement consécutif pour être obligé de changer. Un autre truc du coup, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, d'où viennent ces histoires de plafond? Parce que souvent même si on sait qu'il y a un plafond, en fait, on n'arrive pas trop à comprendre, bah, d'où ça vient ou qu'est-ce qui fait qu'il y a ces histoires de plafond en auto-entreprise que justement on n'a pas dans les autres statuts? Bah, le truc, c'est que ce qu'on a dans les autres statuts et qu'on n'a pas en auto-entreprise justement, c'est un bilan. Et un bilan comptable, en gros, ça sert notamment à savoir exactement combien vous vous rémunérez, combien est-ce que vous vous payez, ce qui permet du coup à l'État de dire, bah, OK, vu que dans son activité, il a dégagé telle marge, il s'est payé tant, du coup, on va pouvoir le taxer de tant de pourcents. Comme l'auto-entreprise a été pensée pour que vous n'ayez pas cette lourdeur administrative avec le bilan comptable et la notion de liasse fiscale, bah, du coup, ils n'ont pas cette information exacte de combien vous vous payez. Comme ils n'ont pas cette information exacte, ils vous taxent avec un pourcentage qu'on va voir justement d'ici 3 slides. Et donc ce pourcentage, finalement, quelque part, c'est une approximation de ce qu'ils estiment juste par rapport à votre activité de prestation de service. Ils se disent, voilà, si on le taxe à 21,2%, par rapport à son chiffre d'affaires, nous, on estime que c'est à peu près comme si on le taxait à 45% sur ses revenus, parce que du coup, on considère qu'il a un certain nombre de frais, et cetera, et cetera. Donc en gros, le truc à retenir, c'est que tout ça, c'est approximatif, c'est forfaitaire, et c'est justement parce que c'est approximatif qu'il y a un seuil. Parce qu'en gros, ils considèrent que si vous gagnez voilà, 100 000 € de CA par an, bah, ils ont besoin de savoir précisément combien vous pouvez vous rémunérer là-dessus pour savoir combien ils doivent vous taxer. Donc tant que vous êtes en dessous, ils se disent c'est OK, c'est approximatif, mais comme c'est pas sur des gros montants, c'est pas grave, on s'y retrouve quand même. Par contre, bah, dès qu'on passe ces plafonds-là, on doit s'attaquer à une comptabilité au réel qui nous permet du coup de savoir exactement combien vous êtes censé être taxé. Donc c'est de là que vient la différence et c'est ce qui fait effectivement qu'une auto-entreprise est administrativement parlant beaucoup plus simple à gérer qu'un statut plus classique. Et alors pour ceux qui ont suivi un petit peu depuis quelques années déjà, parce que ça passe vite, mine de rien, moi j'ai l'impression que c'était hier, mais en 2018, le 1er janvier, il a été décidé, et là c'était un gros changement à l'époque, une grosse révolution dans le monde de l'auto-entreprise. Il a été décidé que le plafond allait être carrément doublé. Vous vous rendez compte, c'est comme si là on disait qu'en fait en prestation de service, on passait de 72 600 à 144 000. Donc c'est énorme en fait, hein, ce qui a été fait. Donc, sauf qu'à l'époque, du coup, ils sont passés, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en gros, ils sont passés d'environ 30 000 à environ 70 000, enfin d'environ 35 000 à environ 70 000 plutôt. Et ça, en fait, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que c'est un lien direct avec la slide suivante, qui est le fameux plafond de TVA et la gestion de la TVA. Parce qu'en fait, si vous regardez votre plafond de TVA, ben, on voit qu'en 2022, par exemple, il était à 34 400, le premier seuil de TVA. Et en fait, à la base, ils ont réfléchi l'auto-entreprise, ils se sont dit, OK, pour que ce soit très léger administrativement, on va enlever la gestion, le fait d'avoir un bilan ou une liasse fiscale, et on va aussi enlever le fait d'avoir de la TVA. Donc, par défaut, un auto-entrepreneur, on va le mettre en franchise en base. Et d'ailleurs, il ne pourra pas être auto-entrepreneur et collecter de la TVA, puisqu'en fait, les seuils de TVA et les seuils d'auto-entreprise étaient les mêmes. Donc, si j'étais auto-entrepreneur, j'étais forcément sous les plafonds. Puisque j'étais sous les plafonds, je ne pouvais pas à l'époque collecter de TVA. Et donc, ça a été une grosse révolution quand il a été choisi de doubler le plafond de l'auto-entreprise. Parce que donc, l'idée, c'était de dire, en fait, on voudrait encourager plus de gens à se lancer sans qu'ils aient peur du côté administratif. Sauf que
à un moment donné, la question a dû se poser quelque part à l'Élysée, hein, j'imagine. Il y a quelqu'un qui a dit: «Ouais, mais du coup, pour la TVA, comment on la fait? Est-ce qu'on double aussi le plafond?» Et là, il y a quelqu'un qui a dû dire: «Non, non, voilà, les milliers, les millions, les milliards d'euros de TVA que ça va représenter, par contre, on ne peut pas s'asseoir dessus. Donc on double le plafond en termes de chiffre d'affaires, mais on ne change pas le seuil de TVA». Donc depuis 2018, un auto-entrepreneur, quand il dépasse ces seuils, doit gérer la TVA. C'est d'ailleurs un petit peu, enfin, une des grosses activités chez Superindep. C'est vrai que souvent, au début, quand on gère l'URSSAF, et cetera, on se dit: «Bon, c'est relativement simple». Puis quand il faut commencer à causer, CFE, impôt sur le revenu et TVA, souvent on est un petit peu moins à l'aise. Donc quoi qu'il en soit, ces seuils de TVA, exactement comme le seuil de l'auto-entreprise, ils sont régulièrement réévalués et en l'occurrence, donc début 2023, ils ont été aussi, rehaussés. Donc le seuil, il y a 2 seuils, hein, je vais vous expliquer dans le détail pourquoi, mais il y a un seuil de tolérance et un seuil majoré. Et donc ce seuil de tolérance, il a été, réévalué de 34 400 à 36 800 là en janvier 2023, et le seuil majoré, il est passé de 36 500 à 39 100. C'est quoi ces histoires de seuil de tolérance et de seuil majoré? Bah, je l'ai mis juste en dessous en fait, parce que je suis quand même sympa. Un seuil de tolérance, c'est qu'en gros, si vous le dépassez, mais que vous ne dépassez pas le seuil majoré, vous devrez être assujetti à la TVA, mais il tolère éventuellement que vous ne soyez assujetti qu'au 1er janvier de l'année suivante. Donc si vous faites 35 000 € de CA, enfin non, alors du coup ça va augmenter. Si vous faites 37 000 € de CA entre janvier et mars, et que de mars à décembre, vous ne faites plus de chiffre d'affaires, bah, vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite à la TVA dès 2023. Vous pouvez attendre janvier 2024 pour passer à la TVA. En revanche, si vous dépassez le seuil majoré, donc les fameux 39 100 si vous faites de la prestation de service, dans ce cas-là, pas le choix, dès le mois du dépassement, vous devez changer. Donc si vous avez fait entre janvier et mars 40 000 € de CA, que du coup vous encaissez en mars de l'argent qui vous fait passer les 40 000 € de CA, ça veut dire que vous devez être à la TVA à partir du 1er mars. Donc très concrètement, toutes les factures émises à compter du 1er mars vont être à la TVA, et toutes celles qui ont été émises avant, il n'y a pas de souci, mais toutes celles qui seront émises à compter du 1er mars devront être à la TVA, et jusqu'à la fin de l'année, vous serez à la TVA, et au début de l'année suivante, vous y serez toujours. Parce que c'est une question qu'on a souvent, c'est: «Est-ce que si je passe à la TVA au 1er janvier de l'année suivante, je reste à la TVA ou pas?» Donc la réponse est oui. En fait, une fois qu'on a changé de régime de TVA, on ne peut pas, en tout cas, on ne revient pas en arrière automatiquement. Mais d'ailleurs, en fait, ce que vous pouvez retenir, et c'est bien ce qui est un petit peu pourri, c'est que rien n'est automatique. Que ce soit le passage à la TVA ou le retour en franchise en bas si vous voulez sortir de la TVA, dans tous les cas, c'est pas automatique. Donc s'il y a dépassement de TVA, c'est à vous de contacter les impôts pour leur dire: «Désolé, désolé non, félicitations, j'ai dépassé le seuil de TVA. Du coup, maintenant, il faut que je gère ma TVA. Merci de me donner, mon numéro fiscal», et du coup, à partir de ce moment-là, on va commencer à facturer la TVA, à l'encaisser et à la reverser à l'État. Une question: est-ce que la TVA est par trimestre en fonction du CA? La TVA, c'est très, très simple, c'est 20 de votre chiffre d'affaires. Donc si vous avez encaissé 10 000, non, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Entre janvier et mars, vous avez encaissé 40 000. Donc jusque-là, votre chiffre d'affaires, c'est 40 000 €. Mais du coup, à partir du 1er mars, ce que vous allez émettre, ce sera avec TVA. C'est-à-dire que si vous émettez une facture, bah, par exemple, une facture qui avant aurait été de 1 000 € hors taxe, bah, maintenant elle va être de 1 000 € hors taxe, donc 1 200 € TTC. Donc sur votre facture, vous allez rajouter le numéro de TVA, le montant TTC, le montant hors taxe, le taux de TVA, qui du coup est la plupart du temps de 20 mais qui, dans certaines activités, peut être inférieur. Alors notamment le BTP, il y a des exceptions où ça peut être un peu moins. Il y a des exceptions comme ça, mais la plupart du temps, c'est 20 normalement de TVA. Et du coup, c'est pas forcément par trimestre, c'est l'autre truc que je voulais dire, c'est même rarement par trimestre en fait. Mais en gros, les 3 options possibles, c'est soit on la paye tous les mois, ce que je recommande fortement, j'en reparlerai à la fin. Soit on la paye tous les trimestres, donc si on est en trimestriel pour l'URSSAF, pourquoi pas se mettre en trimestriel pour la TVA, mais en fait, ce n'est possible que si on doit payer moins de 4 000 € de TVA par an. Donc en fait, c'est pas énorme finalement.
Soit on la déclare, et alors là, c'est le gros bordel, en annuel. Mais quand on la déclare en annuel, en fait, il y a 2 acomptes à payer. En général, personne n'y comprend rien. En plus, on se retrouve l'année suivante à payer la TVA de l'année précédente et du coup, en général, vous comprenez pas trop ce qu'il faut déclarer, quand, comment et vous vous retrouvez juste avec des majorations, en plus, hyper importantes parce que c'est sur des montants de TVA annuels. Donc la TVA, c'est pas par trimestre, ça peut être mensuel ou trimestriel ou semestriel. C'est effectivement en fonction du CA, parce qu'en gros, c'est 20 de votre CA, qui devient le montant de TVA. Mais il faut bien comprendre que c'est un montant transparent, parce que souvent on me pose la question aussi, on me dit: «Mais attends, du coup, ça va augmenter mon CA, ça va augmenter mes cotisations et tout». Non, pas du tout. Si vous faisiez 10 000 € hors taxe, bah, vous ferez toujours 10 000 € hors taxe. C'est juste qu'en plus des 10 000 € hors taxe, vous allez récupérer à votre client 2 000 € qui sont de la TVA et que vous allez reverser directement à l'État. Sous combien de temps on peut ressortir de la TVA? Il faut avoir passé au moins une année sous le seuil de franchise. Donc si effectivement N, je suis à 40 K, ça veut dire qu'à N+1, il faudra que je revienne à 30 K et à ce moment-là, du coup, à N+2, en janvier, je pourrais dire: «Bah, vu que l'année dernière, j'ai pas dépassé le seuil, est-ce que cette année, je peux repasser en franchise, s'il vous plaît?» Voilà. Je vais en reparler après, mais justement, bah, ça après, ça dépend de vos activités et cetera, mais globalement, c'est pas une super idée. Enfin, en fait, la TVA, c'est plutôt un avantage à la base. Donc il faut plutôt essayer d'en tirer, les avantages plutôt que de la fuir en permanence. Mais je vais en reparler après de ça. Voilà, donc les seuils, ils ont augmenté. Il y a cette histoire de seuil de tolérance et de seuil majoré et en gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Les fameux taux de cotisation, je vous disais qu'ils ont un petit peu, changé récemment. Donc c'est depuis octobre, en fait, c'est depuis une loi sur le pouvoir d'achat et cetera. Donc ils ont parlé de baisser les cotisations sociales et donc ce qu'ils ont fait pour les auto-entrepreneurs, c'est qu'ils ont effectivement légèrement baissé. En l'occurrence, en plus, c'est un peu le bordel parce que c'est pas la même chose si vous faites de la prestation de service libérale ou libérale, mais que vous êtes à la CIPAV ou commerciale. Bon, ce que vous pouvez retenir, en gros, c'est que si vous faisiez de l'achat-revente, vous êtes passé de 12,5 à 12,3 et si vous faisiez de la prestation de service, vous êtes passé de 22 à 21,2 ou 21,1 éventuellement, mais bon, ça change vraiment pas grand-chose à ce niveau-là. Et donc, si vous bénéficiez de l'ACRE, donc l'ACRE, c'est une aide très importante pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet éventuellement de diviser ces taux de cotisation par 2. Donc, autant dire que c'est assez monstrueux. Hem et donc, là aussi, du coup, vous avez des nouveaux chiffres, parce que c'est pas exactement divisé par 2 comme on le voit ici. En l'occurrence, du coup, c'est 10,6 si vous faites de la prestation de service, sauf si vous êtes à la CIPAV. Alors bon, s'il y en a qui veulent, des infos sur la CIPAV, n'hésitez pas à demander en commentaire, mais normalement, ça concerne pas beaucoup de monde. En tout cas, ça concerne pas les nouveaux auto-entrepreneurs qui sont pas en profession réglementée, donc ça devrait considérer il y a peu de chances que ça vous concerne, en fait. Et du coup, si vous étiez en achat-revente, bah, le taux passe à 6,2 donc c'est super intéressant aussi. Donc ces taux, ils ont été légèrement baissés, ils seront sans doute réévalués aussi, enfin, rapidement en fait, parce qu'en tout cas, c'est la première fois, dans l'histoire de l'auto-entreprise qu'on les a vus baisser, donc c'est quand même une bonne nouvelle en soi, on peut le noter. Mais voilà, après c'est pas non plus monstrueux, sur quand on passe une baisse de 0,8 de cotisation, ça change pas non plus la vie, mais c'est toujours plus agréable quand ça va dans ce sens-là que quand ça va dans l'autre. Et j'aime bien, souvent rappeler quand même que mine de rien, ça sert pas à rien tout ça. Ça paye quand même tout un tas de choses et pourquoi? Parce que souvent effectivement, voilà, enfin j'entends des gens, ou enfin surtout quand on est entrepreneur pour la première fois et qu'on se rend compte effectivement de toutes ces différentes taxes, des fois on comprend pas trop quoi. On se dit: «Mais attends, là je me suis fait chier à facturer un client, j'ai encaissé 10 000 € et à la fin du mois il m'en reste que 4 000, c'est quoi cette arnaque quoi?» Mais il faut bien comprendre que quand vous êtes salarié, c'est strictement identique, c'est juste que vous le voyez pas, ou moins en tout cas et tout ça, ça sert pas non plus à rien, parce que mine de rien, si un jour vous voulez faire l'expérience d'aller, à l'hôpital et de payer le vrai coût que ça coûte, bah, ça va vous faire très bizarre. C'est pareil pour l'éducation, c'est pareil pour toutes les aides, qu'on peut recevoir, toutes les subventions qu'on peut recevoir à droite à gauche.
l'ACRE, typiquement, c'est une des subventions, voilà, qui aide les gens à créer des entreprises et ça fait partie des choses aussi qu'on finance avec ces cotisations sociales. La seule chose qu'on ne finance pas avec ces cotisations sociales quand on est en freelance, c'est le chômage. Il y a pas de chômage quand on est en freelance, c'est un truc très important, c'est pour ça qu'il faut prévoir des prévoyances adaptées et cetera. Mais globalement, c'est ce qu'on va payer par contre, c'est et ça souvent c'est très mal compris aussi, c'est qu'on va payer typiquement la santé et la retraite dans les mêmes proportions qu'un salarié. On paye exactement comme un salarié pour le régime de base. Et après, ce qui est aussi mal compris, c'est qu'en fait, un salarié, en général, enfin, pas en général, c'est systématique, il n'a pas que le régime de base. Il a des complémentaires qui lui sont payés par son entreprise et la retraite, qui sont aussi des complémentaires qui sont aussi payés par l'entreprise. Donc, pour répondre à ta question, Denis, voilà, comme je viens de le dire, c'est en termes de régime de base, on cotise exactement de la même façon, qu'on soit salarié ou indépendant. On a d'ailleurs publié un article il n'y a pas longtemps là-dessus chez Super Indep. N'hésitez pas à aller voir sur notre blog. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cotise exactement de la même chose au régime de base, mais que quand on est salarié, en fait, on cotise pas qu'au régime de base. On a aussi des complémentaires pour la retraite et pour la santé et c'est ce qui fait que, faut quand même faire très attention parce que même si on cotise comme un salarié, bah, justement, comme un salarié, il faut aussi prendre des complémentaires. Il ne faut pas se dire que ça va suffire. Typiquement, voilà, si vous avez des besoins en dentition ou en optique ou même, juste besoin de faire un séjour à l'hôpital, vous allez voir qu'en fait la sécurité sociale rembourse, à peu près rien du tout. Et que donc c'est très important d'avoir une complémentaire qui peut vous rembourser là-dessus. Je complète un tout petit mot, Émilien, sur la partie, formation. Alors, on a fait un webinaire avec Émilien d'1 heure, pour ceux que pour ceux qui ont encore envie de nous entendre échanger ensemble. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ces taux de cotisation, vous cotisez aussi à la formation professionnelle et en fait et alors là, pour le coup, je pense qu'il y a que pour la formation qu'on peut le dire, vous cotisez plus qu'un salarié. Enfin, vous cotisez pas plus, pardon, vous ouvrez plus de droits, qu'un salarié. Donc vous allez cotiser ce qui va vous débloquer le CPF que je ne présente plus. Au début de WebMyDay, j'expliquais super en détail ce qu'est le CPF. Maintenant, il n'y a plus besoin. Par contre, la deuxième chose que je continue à expliquer super en détail, ça va être les FAF, donc les fonds d'assurance de formation. Et en tant qu'indépendant, en fait, vous cotisez donc à la CFP, ce qui vous met du crédit CPF à peu près comme un salarié, mais ce qui vous débloque aussi un budget formation chez vos FAF. Alors après, en fonction de votre code APE, vous êtes chez l'un ou chez l'autre. Il y en a 3 principaux. AGFIS, FIFPL, FAFCA, vous pourrez aller voir, on a fait plein de choses, hein, des webinaires, des articles de blog, on pourra vous envoyer tout ça. Mais c'est important de le comprendre. Il faut savoir que l'AGFIS, ils ont remonté leur plafond aussi, qui est passé à 3 000 € par an, non cumulable. Alors je vois Katharina, FAF. Ouais, FAF, Fonds d'assurance formation. Vous allez sur l'URSSAF, vous cherchez votre cotisation à la CFP, contribution de formation professionnelle. Et dans ce petit document-là, vous allez avoir votre FAF. Donc ou la GFIS, ou le FIFPL, ou le FAFCA. La GFIS, c'est 3 000 € maintenant. Le FIFPL, c'est entre 750 et 1200. Et le FAFCA, je me lance pas parce que c'est trop compliqué. Il y a tous les plafonds du monde. Mais voilà, c'est au moins 1 000 €. Donc, vous pouvez aller voir sur votre compte URSSAF. Et ce qui est super important, sans vouloir sound like ceux qui vous appellent pour le CPF, pour le coup, les FAF, c'est non cumulable. Alors, c'est pas que ça expire, mais que c'est non cumulable. Donc, par exemple, la GFIS, si vous avez 3 000 € en 2022, vous n'avez pas 6 000 en 2023. Il faut l'utiliser dans l'année. Ça a été pensé en fait pour que les indépendants continuent à monter en compétences chaque année dans leur domaine. Donc pensez à les utiliser. Si vous avez un organisme de formation en tête, vous appelez le commercial, il est super au courant et il peut vous aider à monter les dossiers. C'est super simple. Donc n'hésitez pas à en profiter. Yes, merci beaucoup. Je Et du coup, oui, Katharina, tu avais aussi une question. Tu disais ça concerne que les freelances, mais je suis pas sûr de qu'est-ce qui concerne que les freelances? Les cotisations, le fait de enfin voilà, si tu peux préciser la question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais pour le coup, je suis pas sûr de l'avoir comprise pour le moment. Je sais pas si tu as une théorie, Léopoldine, mais Je regarde l'heure, mais je sais pas à quelle heure j'ai pris la parole. Mais je serais tentée de dire que c'est au moment des FAF parce que j'ai l'impression que ça a été une vraie découverte pour Katharina. Si c'est pour les FAF, en tout cas, ça concerne les indépendants, les auto-entrepreneurs. Ah non, Annie, il y avait une exception tout à l'heure.
Une exception tout à l'heure, je suis... On a parlé donc des plafonds de TVA. Ah, contrairement à l'achat-revente. Ah, pour la prestation de service. Il me semblait pénalisé. Alors, les... Non, bah, pour les freelances, contrairement à l'achat-revente. Ah, au niveau du Alors, taux de cotisation? la baisse du taux de cotisation semblait peut-être moins importante pour ceux qui faisaient de l'achat-revente. Mais globalement, non, tout le monde a eu une baisse de cotisation. C'est juste que plus on payait de cotisation à la base et plus on a eu une baisse importante. Mais après, effectivement, tout le monde a eu une baisse de cotisation. Et, donc, non, normalement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais bon, n'hésite pas à, voilà, à compléter si tu as besoin de plus de précision. Par contre, il y a Jérémy, effectivement, qui pose une question par rapport à la TVA, ce qui est normal, parce que souvent, on ne comprend pas bien cette histoire, parce qu'on dit, mais attends, là, tu es en train de me dire qu'en fait, jusqu'ici, je facturais les gens 1 000 euros, et que là, d'un seul coup, il faut que je les facture 1 200, et tu crois que ça va bien se passer. La première réponse à ça, c'est bah, déjà, oui, en fait, parce que c'est ce que tout le monde fait. Voilà. Léopoldine, elle a une entreprise, moi, j'ai une entreprise. Tous les gens qui vous vendent un service ou quoi que ce soit, ils sont obligés de vous facturer de la TVA. Le boulanger du coin, quand il vous vend une baguette, il vous fait payer de la TVA. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de ne pas payer de TVA, malheureusement, c'est trop souvent utilisé comme un... Enfin, je dis malheureusement, je comprends, hein, mais c'est trop souvent utilisé comme un avantage commercial, entre guillemets, alors qu'en fait, ça devrait juste être un avantage administratif. Autrement dit, le bon réflexe quand vous vous lancez, si votre produit il coûte 100, c'est effectivement de le vendre 100 dès le début et au début de dire: «Ben, OK, en fait, la TVA, du coup, elle va dans ma poche et tant mieux, ça m'aide à me lancer et c'est trop cool». Mais une fois que je passe le seuil de TVA, bah, en fait, comme tous les concurrents, bah, effectivement, ce qui me reste dans la poche, c'est que 83 parce qu'en fait, il y a, les 20 de TVA à payer. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que de toute façon, normalement, il y a pas de il devrait pas y avoir de sujet là-dessus. Mais, l'autre point hyper important, c'est que de toute façon, si c'est des professionnels, puisque vous pouvez en fait déduire la TVA de vos dépenses quand vous êtes soumis à la TVA, du coup, c'est pas un sujet pour les pros. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA est complètement transparente pour les pros. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les professionnels parlent toujours en hors taxe. Et que si vous faites un site web qui s'adresse à des professionnels, vous allez parler en hors taxe. Parce qu'en fait, le mécanisme, il est de dire, en gros, l'État dit: «OK, c'est sympa, vous collectez de la TVA pour nous, vous collectez quand même un impôt pour nous, donc c'est plutôt sympa de votre part. Et du coup, en échange de ça, on vous permet de récupérer la TVA sur vos dépenses». Le mécanisme, en gros, il dit: si, au mois de janvier, tu as encaissé 2 000 € de TVA, parce que tu avais facturé 1 000 € hors taxe, bah, normalement, tu devrais me verser 2 000 €. Mais si ce même mois, tu as eu besoin de faire un achat pour ton activité professionnelle, et ben, disons que tu as acheté, un ordinateur qui t'a coûté, 1 000 € hors taxe et donc tu as dépensé 200 € de TVA, et ben, du coup, ce que tu me dois, c'est plus 2 000 €, c'est la différence entre les 2. C'est 2 000 € moins les 200 € de TVA que tu as dépensé. Donc tu me dois plus que 1 800 €. Donc c'est hyper intéressant pour vous en tant qu'entrepreneur, parce que ça veut dire concrètement que vous pouvez récupérer de la TVA sur vos dépenses pro. Normalement, la question qui vient tout de suite après, c'est: «Ah, mais moi je croyais qu'un auto-entrepreneur ne pouvait pas déduire ses frais». Oui, c'est vrai, mais justement, là, j'ai pas dit qu'il pouvait déduire ses frais, j'ai dit que s'il était à la TVA, il pouvait récupérer la TVA sur ses dépenses pro. En gros, vous ne pouvez pas déduire les frais de votre chiffre d'affaires, donc ça veut dire très concrètement, justement, c'est les fameuses approximations dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que l'État, si vous avez encaissé 10 000 € en janvier, il va vous taxer et que vous faites de la prestation de service, il va vous taxer à 21,2 de ces 10 000 €. Il ne va pas se poser de questions. Et du coup, si ce même mois, en fait, vous n'avez pas du tout d'argent qui est rentré dans votre compte parce qu'en fait, pour facturer ces 10 000 €, vous avez eu besoin de faire un voyage à New York qui vous a coûté 8 000 €, bah, en fait, il s'en fout le gouvernement. Justement, c'est une approximation. Il a pas votre bilan, il peut pas savoir exactement combien il est dans votre poche, donc il a
supposé qu'il pouvait vous taxer à 21,2%. Donc il faut bien, c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, si vous avez peu de frais, l'auto-entreprise est extrêmement intéressante parce que effectivement le gouvernement, il considère que vous avez des frais, mais ces frais, ils ne considèrent pas non plus qu'ils sont monstrueux. Pour que vous compreniez un petit peu comment tout ça est calculé, c'est géré avec l'abattement forfaitaire. Il est parti? Ah. Oui, j'ai pas voulu partir, mais visiblement je suis parti effectivement. Il m'a mis un message comme quoi ma connexion avait rencontré un problème et pouf, adieu. Et te voilà. Donc désolé, si ça recommence, j'essaierai peut-être de changer de connexion. Donc quand on calcule votre revenu net imposable, en gros, on dit: «OK, on va prendre votre chiffre d'affaires annuel et on va appliquer un abattement forfaitaire». Toujours cette histoire de forfait justement parce que, ben, en fait, on ne sait pas exactement combien vous avez gagné et cet abattement forfaitaire, typiquement, si vous faites de la prestation de service libéral, il est de 34. Donc ça veut dire qu'ils prennent votre chiffre d'affaires, mettons que vous ayez fait 100 000, ils enlèvent 34, il reste 66 000, ils disent: «OK, 66 000, c'est ton revenu net imposable». Et là, vous pourriez dire: «Bah non, n'importe quoi. Moi, en fait, si je regarde combien j'ai eu dans la poche, j'ai eu beaucoup plus que 66 000 ou beaucoup moins». Mais en fait, on s'en fout parce que vous êtes en auto-entreprise et donc ils ont fait cette approximation et justement, ça peut être un avantage ou un gros inconvénient. Parce que si vous avez eu beaucoup de frais, bah, en fait, il a mieux fallu, faire une comptabilité au réel et montrer que vous aviez beaucoup de frais et comme ça, vous auriez payé moins d'impôts. Mais à l'inverse, si vous avez peu de frais, bah, c'est hyper intéressant pour vous parce qu'eux, ils considèrent que vous avez quand même un certain pourcentage de frais. En l'occurrence, du coup, bah, plus de 12 puisqu'ils se disent: «OK, sur ces 100 000 €, il a payé au moins 21,2 de cotisations sociales et on va considérer de façon forfaitaire qu'il a payé, bah, plus de 12 qu'il a eu plus de 12 de frais et donc ceux qui restent, on considère que c'est son revenu net imposable». Tout ça pour dire que, donc tout est forfaitaire, que les calculs sont faits pour que ce soit, intéressant pour vous, mais que du coup, c'est particulièrement intéressant si vous avez peu de frais et que, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas déduire vos frais de votre chiffre d'affaires. Donc si je reprends mon exemple, j'ai fait un déplacement à New York qui m'a coûté 8 000 € et ben, je ne vais pas dire à l'URSSAF que j'ai gagné 2 000 €. Je vais dire que j'ai gagné 10 000 et ils vont quand même me taxer à 21,2 sur les 10 000. Et là, vous voyez bien le souci, hein, c'est que du coup, si en fait vous avez 10 000 € qui arrivaient sur votre compte, mais que vous avez dû en dépenser 8 000, bah, eux, ils vont quand même taxer 21,2 de 10 000, donc 2 120 €. Donc en fait, dans votre poche, vous gagnez 2 000 €, mais vous devez en payer 2 120 à l'URSSAF. Donc attention, oui, l'auto-entreprise, si c'est mal géré, si vous avez beaucoup de frais, peut littéralement vous faire perdre de l'argent en travaillant. Donc faites très attention, si vous êtes dans cette situation-là, il faut très très vite changer de statut. En général, ils sont compréhensifs, hein. Je rajouterais, et nous c'est ce qu'on conseille aussi, hein, c'est vraiment de faire tourner la structure de votre business model avant de choisir votre statut. C'est exactement ce que tu disais, Emilien. Si vous avez un business model où vous vendez des chaussettes 10 € et qu'elles vous coûtent 7,50 € à produire, bon, je vulgarise, hein, bah, peut-être que l'auto-entreprise n'est pas le bon statut pour vous. Donc c'est pour ça, Très euh, clairement. prenez ces infos-là et faites tourner un business model, une structure de business model la plus simplifiée possible, hein, au moins combien ça me coûte, combien je le vends et combien j'en ressors, et puis après les frais pour faire tourner l'entreprise en général. Voilà, et en fait, faites la comparaison avec les taux de cotisation que vous avez là. Avant de lancer l'activité, c'est idéal, mais si vous êtes en activité, vous pouvez aussi faire cet exercice pour voir, hein, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'optimisation maximale par rapport à la structure de vos coûts. Et donc, si je reviens, au sujet, certes, je ne peux pas déduire mes frais pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, mais quoi qu'il arrive, si je collecte la TVA, je peux déduire la TVA de mes dépenses avec le mécanisme que j'ai expliqué. En fait, je vais déduire la TVA de mes dépenses pro de ce que j'ai collecté, ce qui fait qu'in fine, je paye moins de TVA, donc à la fin du mois, en fait, il me reste plus d'argent dans la poche. Ça revient à payer ses dépenses, ses achats professionnels hors taxes. Donc c'est extrêmement intéressant. Et il faut bien comprendre que tous les professionnels ont le droit à ça. Et c'est pour ça que du coup, on dit que la TVA est transparente entre professionnels, puisque du coup, si vous facturez 2 000 € de TVA à un client et que c'est un professionnel, bah, de toute façon, le client en question, il va pouvoir la déduire de l'autre côté. Donc pour lui, c'est comme s'il avait rien payé. Ça lui a rien coûté de payer votre TVA. Ça veut aussi dire, pour ceux qui se posent la question, que forcément vous pouvez avoir un crédit de TVA. Parce que si un mois vous avez fait des dépenses mais que vous n'avez rien encaissé, bah, vous pouvez avoir un crédit de TVA et ce crédit peut être reporté jusqu'à ce qu'il soit consommé
ou vous pouvez même en demander le remboursement à l'État si effectivement, vous arrêtez votre activité et que vous aviez fait de grosses dépenses et voilà, vous pouvez éventuellement vous faire rembourser votre TVA. Alors attention parce qu'il y a des notions d'immobilisation et cetera, mais c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mais bref, à retenir, je peux, déduire la TVA de mes dépenses et ce que ça signifie du coup, c'est que normalement, bah, passer à la TVA, en fait, c'est pas un gros sujet. Si c'est des professionnels, ils s'en foutent complètement. C'est même limite, en général, on est plus crédible quand on fait des factures avec TVA que quand on en fait sans. Parce qu'à la limite, quand on est en dessous, ils savent qu'on est en dessous de tel chiffre d'affaires, alors que si on est au-dessus, bah, ils peuvent pas savoir le chiffre d'affaires qu'on fait. Et voilà, donc mis à part que ça peut éventuellement modifier un contrat ou un truc comme ça, c'est pas un sujet. Et d'ailleurs, vous noterez, s'il y en a qui l'ont déjà fait, quand on fait des contrats entre professionnels, les montants sont toujours négociés hors taxe, précisément pour ces raisons-là, parce qu'en fait, après, on s'en fout après de savoir s'il faut payer de la TVA dessus ou pas. Quand on travaille avec des particuliers, bah, comme je disais, effectivement, par contre, enfin, en fait, c'est pas forcément avec des particuliers, c'est avec des gens qui ne peuvent pas récupérer la TVA. Donc ça inclut les particuliers, mais il y a aussi, les universités, il y a les organismes publics et cetera. Et donc pour eux, bah, effectivement, il faut faire un tarif, adapté, peut-être se répartir, dire: «Ben, moi je paye 10, toi tu payes 10», ou alors: «Bah, c'est moi qui paye tout, si j'ai pas le choix». Mais en tout cas, c'est des trucs à anticiper et d'ailleurs je vais en reparler après. Une des façons de l'anticiper, ça peut être tout simplement de passer à la TVA avant d'atteindre ces seuils. Parce qu'encore une fois, il vaut mieux voir ça comme une force que comme un inconvénient et l'utiliser du coup comme la force que c'est et pouvoir déduire toutes les dépenses qu'on a, plutôt que de flipper, de rater le passage, de se retrouver avec des clients qui peuvent pas ou veulent pas payer et cetera. Il y avait une autre question de Rebecca pour les allocations chômage. Est-ce qu'il faut les utiliser jusqu'à la fin ou est-ce que c'est possible de les préserver quand l'activité quand l'activité va moins bien? En fait, c'est exactement comme ça que ça se passe par défaut sur une micro-entreprise. C'est que si vous avez des revenus du chômage, heu, ils vont vous être versés à condition alors là aussi on a écrit un article assez détaillé, mais en gros, ils vont faire en sorte que ce soit toujours plus intéressant de travailler dans votre micro-entreprise que de toucher vos allocations chômage. Mais si effectivement vous n'avez rien touché avec votre micro-entreprise, d'ailleurs c'est une des très bonnes raisons pour se mettre en mensuel en termes de déclaration, c'est pour pouvoir donner son attestation tous les mois à Pôle emploi. Et Pôle emploi va regarder l'attestation et dire ah bah ok, donc ce mois-ci vous n'avez rien gagné, donc on vous verse l'intégralité de vos droits. Si jamais vous avez gagné quelque chose, il y a un calcul qui est fait pour que vous gagniez au moins autant que votre chômage, mais potentiellement pour que ce soit plus intéressant d'avoir travaillé. Et du coup, si les revenus de votre entreprise sont supérieurs à vos revenus du chômage, l'allocation chômage ne vous verse rien et du coup, forcément, vos droits sont préservés et du coup, potentiellement, vous pouvez les réutiliser plus tard. Et donc Jérémy pose la question, on peut déduire la TVA des frais de fonctionnement sans remettre en cause l'abattement de 34. Oui, bien sûr, c'est complètement décorrélé, rien à voir. C'est, quoi qu'il arrive, la règle, ce que dit la loi, c'est si je suis une entreprise qui collecte de la TVA, alors je peux déduire de la TVA. Et d'ailleurs, quand vous faites une déclaration de TVA, il y a une ligne qui dit: «Voilà ce que j'ai collecté» et il y a une autre ligne qui dit: «Voilà ce que j'ai dépensé». Alors évidemment, c'est très grossier parce qu'en vrai, il y a beaucoup plus de lignes que ça parce qu'en fait, quand on dit qu'on a collecté, il faut dire à quel taux, dans quel pays, de quel client, et cetera. Et pour les dépenses, c'est un peu le même bordel. Mais sur le principe, c'est exactement ça. Vous avez juste à dire combien j'ai récupéré et combien j'ai dépensé de TVA ce mois-ci. TVA, Donc, c'est toujours un sujet, hein. c'est toujours un sujet, c'est normal. Voilà, si déjà sans ça, je pense que Super Indep n'existerait pas. mais voilà, effectivement, faut vraiment pas en avoir peur. Oui, alors je vais aller chercher les liens après, effectivement. Euh, alors en fait, il y en a un certain nombre, mais hop. Donc il y a par exemple un article là sur la gestion du chômage quand on est auto-entrepreneur. Il y a un article sur la gestion des frais en micro-entreprise. Donc en l'occurrence, est-ce que la micro reste intéressante quand j'ai beaucoup de frais? Et où là, pour le coup, on détaille justement en disant à partir de combien de frais c'est intéressant ou pas de rester en micro par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Et puis, je suis désolé, l'autre, je me rappelle plus de quoi on avait parlé d'autre. On avait Heu, parlé du du chômage, de chômage, la
T'avais pas un article sur la déclaration de TVA, le passage? Alors si, j'en ai aussi, mais je crois pas que c'était celui-là. Bon, de toute façon, on a des articles sur tout, hein. Après, si vous avez une question, vous tapez votre question, vous mettez super indep derrière et il y a de bonnes chances que on vous ressorte un article. Alors Emilia, je te propose qu'on prenne la dernière question sur la TVA et après on enchaîne sur Après, tes on slides. avance, ouais. Pas de souci. Alors, la question, c'est Lara qui nous la pose. Est-ce que tout rentre dans les TVA à déclarer, repas client, logiciel, déplacement, etc., etc. Ah bah oui, bah là aussi on a un article. Bah en fait sur les frais déductibles. Hop. Et donc ce que je réponds toujours à cette question, c'est qu'en gros, ça va plus vite de dire ce qui n'est pas déductible que d'essayer de lister tout ce qui est déductible. Et ce qui n'est pas déductible, dont en général on pense que c'est déductible, c'est tout ce qui est transport et logement. Donc on ne peut pas déduire de billets de train, on ne peut pas déduire de billets d'avion, on ne peut pas non plus déduire d'hôtel. Mais par contre, tout le reste, effectivement, que ce soit repas, logiciel, donc le plus courant, c'est ça, c'est tous les repas qu'on va prendre dans le cadre de sa mission et ou avec un prospect ou un client. Tous les logiciels qu'on paye, donc ça peut être Super Indep, ça peut être mon compte bancaire, ça peut être tout ça. Mais enfin, tous les logiciels pro qu'on utilise et tout son matériel aussi. Donc ça peut être un ordinateur, un téléphone, etc. Et du coup, potentiellement, des abonnements pro aussi qu'on a, c'est des abonnements téléphoniques, etc. Et donc, l'autre question qui suit normalement, c'est mais du coup, comment ça se passe? Parce que moi, mon téléphone, il a usage pro et perso. Ben, dans ce cas, vous devez définir un prorata et c'est à vous-même de définir ce prorata, de l'appliquer, de dire ben, moi, j'estime que mon téléphone, il est utilisé en 50% en pro, 50% en perso. Donc, je vais déduire 50% de la TVA dessus. Et là, ce qui va se passer, c'est que si un jour vous avez un contrôle fiscal, ils vont regarder les montants, ils vont dire: «OK, vous avez déduit, la moitié du montant, bah, du coup, montrez-nous qu'effectivement votre téléphone est utilisé, qu'à 50 en pro» et voilà. Donc en gros, on va vous demander de justifier ces proratas si un jour vous avez un contrôle. Voilà, donc pour les dépenses de TVA et pour la TVA. De toute façon, après voilà, les trucs que je voulais redire qui sont toujours importants parce que j'imagine que parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, il y en a pas mal qui se lancent, ou qui sont plutôt sur le début justement, qui veulent être sûrs de rien rater en termes de, d'informations importantes quand on démarre. Et donc il y a tout un tas de tips que je répète tout le temps, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont vraiment importants. Et la première, vraiment, j'attends le jour où on aura assez d'argent chez Super Indep pour embaucher un data analyst et il pourra nous sortir des stats tous les ans, des montants de pénalités de retard qu'on voit sur ceux qui ne sont pas mensualisés. Et on comparera ça à ceux qui sont mensualisés et je pense que ça finira de convaincre les gens que j'essaye de convaincre sur LinkedIn et qui me disent: «Ouais, mais non, moi j'ai pas envie de faire ma déclaration tous les mois». Donc je comprends, souvent on se dit: «Ouais, mais je préfère faire des trucs en trimestriel ou en annuel parce que franchement c'est chiant». Oui, c'est vrai. Mais en pratique, c'est justement parce que c'est chiant que vous voulez le faire le plus souvent possible. Parce que comme ça vous fait chier, ça va être mal fait. Comme ça va être mal fait, vous allez avoir des pénalités et plus ce sera, sur des grosses échéances et plus les pénalités seront importantes. Et donc nous, chez Super Indep, on gère, un peu plus d'un millier de clients maintenant. Les dossiers les plus compliqués qu'on voit, bah, c'est des gens qui, se sont dit effectivement que ça les faisait chier, qui ont tout mensualisé et puis au moment de payer, ils se rendent compte qu'il y a des gros problèmes et du coup, ça fait des majorations de 5 de 20 ou 30 000 € et ça fait vraiment mal aux fesses, quoi. Donc mensualisez tout ce que vous pouvez. Vous avez la chance de pouvoir mensualiser votre URSSAF, vous avez la chance de pouvoir mensualiser votre TVA, vous pouvez même mensualiser vos paiements de CFE et évidemment, vous pouvez mensualiser votre impôt sur le revenu. Autrement dit, en auto-entreprise, vous avez cette chance incroyable de pouvoir faire en sorte que l'argent qui vous reste sur votre compte à la fin du mois, ce soit vraiment votre argent de poche. Et ça, c'est très, très rare en fait en entrepreneuriat. Donc profitez-en vraiment, c'est dommage. Si c'est moi je trouve que c'est vraiment du gâchis d'être en auto-entreprise et d'être en trimestriel d'URSSAF ou pire en annuel de TVA. C'est en général la TVA, c'est voilà, c'est vraiment le bas de colle et du coup on récupère nous après des clients qui ont essayé de faire ça pendant un an ou 2. Ils se sont pas trop embêtés parce que justement ils ont fait le passage, puis ils se sont dit: «Ouais alors attends parce que si je prends un régime simplifié, ça veut dire que là je passe en mars, mais ma déclaration j'aurai à la faire qu'en avril prochain. Ah bah, je vais faire ça, comme ça je vais pas me faire chier avec, je vais collecter la TVA, puis on verra bien à ce moment-là». Et du coup, ils arrivent en avril, et là, en fait, ils se rendent compte qu'il y avait des déclarations intermédiaires à faire, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être pas facturé les bons montants, qu'ils ont pas mis les bons trucs, ou pire, ils sont revenus
en janvier en pensant qu'ils n'avaient pas de TVA. Du coup, ils ont arrêté de collecter la TVA à partir de janvier. Et là, on se retrouve dans des situations qui sont vraiment difficiles. Autre point important par rapport au plafond dont on a parlé, il y a une notion de prorata à gérer. Donc attention, si vous n'avez pas créé votre entreprise au 1er janvier, ce qui est le cas la plupart du temps, potentiellement, la première année, vous avez des prorata à prendre en compte pour les plafonds dont j'ai parlé, et du coup, aussi bien pour le plafond de votre auto-entreprise que pour le plafond de votre TVA. Alors pour le plafond de la TVA, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, si vous avez dépassé au prorata le seuil majoré, vous tombez dans le cas où vous êtes obligé de passer à la TVA, mais au 1er janvier de l'année suivante. Donc ça fait des cas un peu tricky aussi, parce que des fois on se dit: «Bah, c'est bon, j'ai dépassé aucun seuil, donc tout va bien», et puis en fait on se fait rattraper après, par les impôts, très longtemps après, hein, je vous le dis, ils appellent 4 ou 5 ans après, mais du coup ils demandent tout d'un coup. Ils disent: «Bah, tu sais quoi? En fait, ça fait 4 ans que tu nous dois 20 de ton CA». Boum, et c'est pas une blague, hein, que je vous raconte, c'est on a vraiment des clients à qui ça arrive. En général, c'est à ce moment-là qu'ils appellent super indep malheureusement, c'est pour ça qu'on essaye de leur dire: «Bah non, venez avant, comme ça vous évitera d'avoir ce genre de mauvaises nouvelles». Mais du coup, voilà, si vous dépassez le seuil majoré au prorata, vous êtes éligible à la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. Et pour le seuil d'auto-entreprise, bah, en fait, ça va être compté comme un dépassement si vous avez dépassé au prorata, l'année où vous êtes lancé. Donc ça veut aussi dire que quand vous créez votre auto-entreprise, ça peut être très intéressant des fois, bah, d'essayer de créer le plus loin possible en arrière. En gros, c'est pas grave si pendant quelques mois vous facturez rien, parce que ça va vous permettre justement d'avoir plus de latitude après sur votre chiffre d'affaires, alors que sinon ça va vite vous rapprocher des fameux seuils. Et enfin, donc on en a longuement discuté du coup, mais franchement, la TVA est un avantage, vraiment. Et le fait que la TVA ce soit un avantage, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand en fait, vous n'êtes pas obligé d'atteindre ce fameux seuil pour y passer. Et typiquement, si vous travaillez avec des professionnels, il y a vraiment, mais vraiment aucune raison de ne pas vous y mettre rapidement. Parce que du coup, ça va vous permettre, en plus, comme on le disait, de récupérer votre TVA plus rapidement. Donc, c'est vraiment un avantage, utilisez-le comme tel. N'ayez pas peur de la TVA. Certes, c'est un sujet, mais il y a des services comme Super Indep et d'autres qui vous permettent de le gérer très facilement. Alors, il n'y en a aucun qui permet de le gérer aussi bien que Super Indep, mais ça, voilà, ça viendra sans doute. En tout cas, vraiment, n'attendez pas forcément d'atteindre ce seuil parce qu'en plus, bah, le problème quand on attend, le seuil, c'est qu'après des fois on le rate, on se retrouve à devoir faire des régularisations, à corriger des déclarations et cetera. Au moins, si dès la création, vous dites: «Allez, c'est parti, on passe à la TVA», quitte là encore à faire des déclarations à zéro, hein, parce que vous avez tout à fait le droit de faire des déclarations à zéro, et ce qui ne vous empêche pas non plus, en plus, comme je disais, de récupérer de la TVA même si vous n'avez rien facturé un mois. Donc voilà, les tips importants, quand on démarre et par rapport à ces histoires de plafond, que je répète tout le temps, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Toujours mensualiser, attention au prorata quand vous démarrez, parce que souvent, bah, notamment quand on crée en fin d'année, on peut facilement se faire avoir du coup, et la TVA est un avantage, n'en ayez pas peur, exploitez les avantages que ça représente. C'est vrai que tu répètes toujours les 3 mêmes tips, Émilien. Et encore, je peux même répéter encore plus. Mais ouais, ouais, mais parce que, en fait, vu que je le répète tout le temps et que tous les jours je croise des gens qui sont pas au courant et qui se font avoir, bah, du coup, j'ai toujours besoin de le répéter encore. Hop, hop, En hop. tout cas, Alors, on a merci une beaucoup. question d'Alexandra, Ouais, qui nous dit: «Si on fait partie des mauvais élèves et qu'on l'on veut remettre à plat notre situation, on t'appelle pour prendre rendez-vous, Émilien». ouais, c'est exactement ça. C'est Alors, exactement comme ça que ça d'ailleurs, se passe. tu peux m'appeler moi ou d'autres, mais enfin, quand je dis d'autres, d'autres gens de Super Indep, bien sûr. Non, en fait, si tu vas sur superindep.fr, tu verras que tu peux directement cliquer soit sur «Je commence», soit sur «Être appelé», ce qui revient en fait en vrai un petit peu au même. C'est simplement que si tu cliques sur «Je commence», on va commencer par te demander tes infos Urssaf et cetera, et après on va auditer ton compte et on va revenir vers toi pour voir où tu en es. Ou alors tu demandes directement à être appelé, et à ce moment-là, il y a effectivement un opérateur qui va directement t'appeler et qui va répondre à toutes tes questions, et voilà. Et donc, bah, si tu dis que tu es mauvais élève, c'est sans doute que tu es dans un cas où tu as raté le passage à la TVA, par exemple, ou tu as peur de le rater peut-être. Je te rassure, c'est pas enfin, ça arrive à tout un tas de gens, hein. C'est vraiment la plupart, enfin, il y en a énormément, et d'ailleurs le passer en force, mais mal géré, ouais. Bah, du coup, voilà, ça arrive souvent. En plus, bah, le truc, c'est que quand on discute avec les impôts, on comprenne rien à ce qu'ils disent. Ils sont pas clairs, ils sont pas très aidants non plus, on va pas se mentir. Et du coup, voilà,
c'est pas du tout, choquant en général effectivement d'avoir besoin d'être accompagné à ce moment-là et nous effectivement, bah, on va remettre à plat toute la situation, on va vérifier, bah, comme je disais qu'il y a pas eu des problèmes. S'il y en a, on va de toute façon t'aider à les corriger et voilà. Et pour info, Alexandra, parce qu'Alexandra fait partie une des premières de la formation Web My Day, Super Indep a fait un super cadeau, pour les alumni Web My Day, c'est, 3 mois à moins 50. Donc Alexandra, si Carrément et si tu es sur d'ailleurs la plateforme Web My Day, dans la partie bons plans, tu as le lien qui ramène vers notre petite landing page, l où on se serre les mains, où tu peux retrouver, exactement la promo. et comme je suis trop fort, tac, je t'ai même retrouvé la landing ici, regarde. Tu es chaud. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à tous, voilà pour votre temps. Si vous avez, d'autres questions, bah, ça va être, maintenant ou jamais, hein, parce que c'est bientôt la fin, il me semble. Ouais, c'est bientôt la fin. Alors pour info, moi je vais sortir la vidéo, vous la retrouverez en replay sur notre YouTube. Si jamais vous avez, voilà, besoin de revoir les plafonds, c'est le genre de truc qu'il faut voir 50 fois pour pouvoir, l'assimiler. Donc ce sera dispo sur notre YouTube. Effectivement, on se laisse encore 5 minutes peut-être pour les dernières petites questions et puis après Emilien, on va te laisser, aller manger ou faire un tour de vélo. Je sais pas où tu en es dans ta journée? Là, ça devrait être aller manger normalement. Alors est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on libère Emilien? Je vois que quelqu'un est en train de taper. En tout cas, merci beaucoup. Toi bah, d'ailleurs, j'ai pas remis l'adresse ici, mais c'est vrai que si vous avez, donc effectivement, vous pouvez demander à être appelé par Super Indep et cetera depuis notre landing. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des questions, si vous voulez, sur contact@superindep.fr. Donc, hésitez pas si vous avez, plus tard une question qui vous revient ou voilà, heu, hop, on se fera un plaisir de d'y répondre. Trop cool. Bah, merci beaucoup Emilien, comme toujours, hyper expert dans ton domaine. Je suis contente que tu sois arrivé. Moi aussi, finalement plus vite que prévu. Merci beaucoup, merci à tous. Bah, merci à tous ceux qui étaient là, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Il y a eu vachement d'interactions, c'était super agréable et puis, bah, de toute façon Emilien, on s'organise un webinaire tous les mois donc je pense qu'on on se On va retrouvera on ici va dans forcément se pas trop retrouver. longtemps. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.